Une actualité marquante, 3 dates cette semaine. On s'arrête sur les derniers événements de la guerre entre Israël et le Hamas, avec la délicate question des otages, l'explosion à l'hôpital de Gaza. Les combattants islamistes et l'armée israélienne continuent de se renvoyer la responsabilité du drame. Et Joe Biden en visite éclair à Tel Aviv. Voici le programme, on en parle avec nos invités. Sophia Amara, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter et spécialiste du Proche-Orient. Younes Belfella, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris 8, directeur du groupe de réflexion MedFocus. Avec nous aussi en direct à distance, Alexis Valas, ancien conseiller politique d'opérations militaires de l'OTAN. Merci à vous. Merci à tous les trois d'être avec nous. Donc pour Arrêt sur Info, on commence par se rendre au 16 octobre. C'était lundi. Lundi dernier, le Hamas publie une première preuve de vie d'otage depuis son attaque massive du 7 octobre. Mia Shem, qui avait disparu lors de la rave party, apparaît dans une vidéo publiée par le mouvement islamiste. Le lendemain matin, sa famille tient une conférence de presse. Sa mère se dit vraiment inquiète. On voit ce reportage de Stéphanie Pérez. La dernière fois que Mia Shem avait donné signe de vie, c'était le matin de la tuerie à 7h17. Elle appelait à l'aide depuis le festival de musique auquel elle assistait. Sa mère a appris qu'elle était en vie. En découvrant cette vidéo non datée publiée par le Hamas, nous n'en diffusons que des images arrêtées. La jeune franco-israélienne y est allongée, blessée au bras. Elle dit être à Gaza et réclame sa libération entre deux explosions. Une preuve de vie à laquelle sa famille veut se raccrocher. D'abord, on a commencé à crier, à pleurer. Waouh, elle est vivante. On était si contents. Et ensuite, j'ai commencé à ressentir de la peur. C'est vraiment les montagnes russes. Vivante, mais entre les mains du Hamas. Derrière cette jeune femme solaire de 21 ans qui était juste partie s'amuser, des proches qui oscillent cruellement entre espoir et désespoir. Mia a toujours vécu en Israël. Sa tante décrit la chronique d'une famille ordinaire plongée dans le cauchemar. Il y a quelques années, on regardait horrifiés les vidéos de Daesh à la télé. Et maintenant, Mia est entre les mains de gens comme ça. Vous imaginez, notre famille est à la fois terrorisée et soulagée. C'est insupportable, c'est fou. Les proches de Mia craignent-ils les conséquences de l'opération militaire israélienne annoncée sur Gaza ? Bien sûr, mais ils ne veulent pas y penser davantage, disent-ils. Les nuits sont déjà suffisamment difficiles. Mia Shem est la seule Française dont le statut d'otage est confirmé. C'est ce qu'a précisé hier soir Emmanuel Macron. 7 Français sont en tout portés disparus en Israël. Le président français assure que la France discute pour obtenir leur libération. Younes Belfella, est-ce qu'on a une idée de comment se passent ces discussions ? Avec qui on discute ? Comment ça se passe ? Bon, d'abord, il y a un point à préciser, c'est que, vu ce qu'on a vu cette semaine, ça montre que le Hamas sont prêts pour négocier concernant la question des prises d'otages. Donc, la libération des 2 Américains, mais bien avant, il y avait une volonté. Et ça montre qu'il y a aussi Cette vidéo, par exemple, qui est diffusée, c'est ça ? C'est de dire on est prêt à discuter ? Clairement. Et donc, de toute façon, il y a une ligne entre l'état-major militaire à la bande du Gaza et les dirigeants politiques du Hamas à Doha. Donc, ce qui fait que ça voit que, bon, il y a le médiateur qatari qui fait un jeu très intéressant pour les Américains là-dessus. Mais ça montre que le Hamas joue cette carte qui va être une carte de pression sur l'opération militaire et qu'ils savent parfaitement que c'est une carte qui a aussi des échos sur la politique interne en Israël. Ça fait beaucoup de pression également sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou parce qu'effectivement faire une opération militaire terrestre, c'est en fin de compte déclarer le deuil de ces otages à la bande du Gaza. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça rejoint la visite de Biden, là où il a soutenu Israël, mais bien évidemment, il a tracé les lignes rouges, on va dire, de cette opération militaire. Donc, certainement, on est sur une opération, on peut dire, de chantage politique, de négociation entre les différentes parties avec la médiation du Qatar. Certainement, la France, elle s'intéresse énormément à cette question parce qu'il y a un enjeu interne. On parle quand même des citoyens qui sont français. Donc, c'est pour cette raison que, voilà, je ne suis pas surpris de la mobilisation des Quai ou même de l'Élysée concernant cette question. Ils comptent beaucoup sur le Qatar et la Turquie là-dessus pour faciliter, on va dire, la négociation. Et ça montre que c'est une porte ouverte. Maintenant, la question, ça sera à quelle contrepartie ? C'est-à-dire, quel est le prix qu'il faut présenter pour le Hamas
afin de faire cette opération de libération des otages. Et là-dessus, je ne crois pas que le prix il est seulement dans les mains des Israéliens, mais c'est certainement dans les autres, concernant aussi les autres puissances internationales, notamment les Américains. Sophia Amara, est-ce qu'on sait justement quel est le prix que la France est prête à payer? Et est-ce que ces discussions, elles ont lieu pour la libération seulement des otages, mais aussi pour déjà apporter des soins dans un premier temps, puisqu'on voyait dans la vidéo, la jeune Mia Cham, elle est blessée? Oui, tout à fait. Alors, officiellement, la France ne négocie pas avec un mouvement terroriste. C'est pour ça qu'il y a le terme discussion. Évidemment. Et le Qatar, évidemment, c'est l'intermédiaire pratique pour se dédouaner et en tout cas rester dans cette logique-là de refus de discuter avec un mouvement qui s'est rendu coupable de telles exactions. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la France négocie, bien sûr, et le président Macron a dit qu'il ferait tout pour obtenir la libération des otages, si tant est que les 7 ressortissants français qui seraient au conditionnel, encore aux mains du Hamas, se soient libérés. Mais au final, c'est le Qatar qui est à la manœuvre et le Hamas va finir par exiger en contrepartie. Alors là, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la contrepartie. Est-ce que le Hamas est en train simplement de faire repousser l'offensive, d'essayer d'obtenir l'annulation pure et simple de l'offensive, ce qui est absolument impensable pour le côté israélien, mais est-ce qu'il va demander au moins en contrepartie la libération des 5000 prisonniers palestiniens qui sont retenus dans les geôles israéliennes sans procès et sans même savoir pourquoi ils sont emprisonnés? C'est la question. Et là, je pense que la France, même si elle fait le maximum pour libérer les ressortissants français, au final, la décision revient... On n'a pas la main. Oui, exactement. C'est Tel Aviv qui décidera. Alexis Vallas, on parle beaucoup du Qatar. Le Qatar qui a une position un petit peu ambiguë, non? Le Qatar a une position très ambiguë. Le Qatar est très proche des États-Unis. Le Qatar est très proche de la France. J'ai un retour. Est-ce que vous avez le même retour en plateau? On vous entend très bien. D'accord. Donc effectivement, et c'est tout le dilemme pour Israël de recevoir, de subir d'aimables pressions de ses amis occidentaux qui veulent la libération des otages et puis en même temps d'essayer de réaffirmer sa crédibilité militaire en n'abandonnant pas son option d'attaque terrestre. Mais on voit très bien qu'on est en train de progressivement de quitter une logique de destruction du Hamas qui serait de toute façon très difficile à faire aboutir pour passer à une logique de négociation avec le Hamas qui pour Israël est une négociation avec le diable mais qui permettrait de sauver les otages. Alors, il y a la question des otages binationaux qui se posent. Là, on parlait des otages français. Il y a cette crainte en Israël, celle que les otages étrangers ou les otages binationaux soient libérés, mais pas les otages israéliens. C'est une crainte que l'on entend de plus en plus dans les rues israéliennes. Clairement, de toute façon, dans la rue israélienne, on est face quand même à une crise politique. Même s'il y a une opération militaire, je crois que c'est une crise politique qui va déclencher juste après cette opération militaire. Et on sait parfaitement que le traitement des Israéliens n'est pas le même par rapport aux binationaux. Le gouvernement de Netanyahou, il essaie quand même de souder la société israélienne qui était déjà fracturée par la question de la réforme judiciaire, par des questions concernant la démocratie et la liberté, concernant le rôle des extrémistes surtout de l'extrême droite en Israël. Donc forcément, il y aura un après pour la vie politique en Israël. Et maintenant, quand on lit, bien évidemment, la presse israélienne, elle est très très forte dans la critique là-dessus. Donc forcément, il y a une crainte par rapport à cette question, mais maintenant, il faut voir aussi à quel prix. C'est-à-dire qu'il y a une coordination très forte entre Israël et les Américains, dont notamment le soutien qui était présenté par Biden rentre dans ce cadre-là. Mais effectivement, il faut voir cette opération terrestre. Maintenant, je ne comprends pas comment ça va se passer parce que ce qui est annoncé par les Israéliens, c'est le fait d'éradiquer le Hamas. Éradiquer le Hamas, c'est pas possible pour qu'on soit vraiment réaliste. Les dirigeants de Hamas sont à Doha, ne sont pas à la bande de Gaza. Le fait de diviser la bande de Gaza entre le nord et le sud, ça montre pas un projet d'éradication de Hamas, mais ça montre un projet d'annexation de certaines terres de la bande de Gaza au territoire israélien. Une offensive terrestre sur la bande de Gaza, clairement, ça mettrait en danger tous les otages? Oui, évidemment, bien sûr. Mais pour répondre aussi également à votre question, en fait, la société israélienne qui est très divisée pour des raisons politiques que l'on sait et qui remontent à avant le 7 octobre, elle l'est aussi sur la question des otages. On a pu voir d'un côté des familles qui disaient on veut nos otages, il faut les libérer.
et je parle là, je ne parle Quel pas qu'en des... soit le prix. Je ne parle pas des binationaux. Débrouillez-vous, négociez, libérez des Palestiniens, mais rendez-nous les membres de notre famille. D'une part. De l'autre, on a entendu des gens qui versaient dans le sens inverse en disant tant pis. Tant pis, ça sera notre sacrifice, ce sera notre façon de participer à la guerre. Allez-y, détruisez le Hamas, entrez à Gaza, faites le nécessaire. Et tous semblent indiquer que c'est ce que va faire Israël et pas seulement parce que ces familles-là l'ont réclamé, parce que tout simplement l'événement du 7 octobre est si grave, politique et pas très si grave pour Israël. C'est un séisme qui n'a pas d'égal dans l'histoire de ce pays depuis 1948, date de sa création, année de sa création. Donc, ils doivent y aller et mettre en place ce qu'on appelle la fameuse mesure Hannibal. Hannibal qui veut qu'on fasse tout pour libérer un otage, surtout des militaires, mais que finalement, s'il faut y aller, il faut y aller. Et il y a l'intérêt suprême de la nation prime sur la vie de ces otages civils et militaires. Cette question des otages, elle a connu une avancée hier avec 2 citoyennes américaines, une mère et sa fille, qui ont été libérées. On retrouve notre envoyé spécial à Tel Aviv, Naoufal El-Kawafi. Que sait-on de cette libération d'otages ? Écoutez, vous le disiez, on sait qu'il s'agit de 2 femmes américaines, 2 otages américaines âgées de 59 ans et de 18 ans, 2 filles libérées qui ont suscité ici, je peux vous dire, une énorme lueur d'espoir, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on était très inquiets ici. On parlait d'une offensive militaire imminente au détriment du sort des otages. À l'heure où on se parle, on reste ici malgré tout très inquiets, parce qu'à l'heure où on se parle, il y a toujours près de 200 personnes qui sont toujours entre les mains des terroristes, entre les mains du Hamas. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres libérations ces prochains jours? Alors naturellement, ici, beaucoup se rattachent à cet espoir, à cette hypothèse. Bien évidemment, surtout les familles des otages. Et justement, hier, à l'annonce de cette libération, j'ai pu avoir au téléphone la mère d'une otage qui m'expliquait d'abord à quel point elle était contente, heureuse d'apprendre cette première libération, à quel point aussi elle espérait que sa fille puisse être libérée ces prochains jours. Sa fille, il faut savoir qu'elle est de nationalité israélienne. Et c'est vrai que la crainte ici, c'est que le Hamas ne libère que les personnes de nationalité étrangère au détriment des civils israéliennes. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première libération, synonyme de réel espoir ici, et qui intervient dans un contexte particulier. On est en plein Shabbat ici, et justement à Tel Aviv, vous allez le voir sur ces images, en plein centre, il y a une grande tablée qui a été installée avec près de 200 chaises en hommage aux différents otages entre les mains du Hamas. Et c'est vrai qu'ici, on espère qu'ils puissent être sauvés, libérés très rapidement, comme les 2 otages américaines. Naoufal El-Kawafi en direct de Tel Aviv. Merci, on vous retrouve dans quelques instants, puisque là, on change de date, on en vient au mardi soir, mardi 17 octobre. Une explosion survient aux abords de l'hôpital de Gaza. D'où vient cette frappe? Combien de victimes a-t-elle fait? Difficile d'avoir des informations claires et vérifiées dans le brouillard de la guerre. Dans un premier temps, on entend la version du Hamas, le choc, l'émotion, et puis petit à petit, les images nous parviennent. Les analyses, les décryptages commencent, et là, la version du Hamas perd nettement en crédibilité. On est le lendemain soir, 24 heures après l'explosion. Voici ce que l'on sait de ce qu'il s'est passé. Diane Schlinger. Des flammes, un épais panache de fumée. Cette fois, c'est un hôpital qui est en feu au cœur de Gaza. Immédiatement, cette question. Qui est responsable de cette nouvelle catastrophe humanitaire? Le moment de l'impact a été filmé à 18h59 par les caméras d'Al Jazeera. On aperçoit une lueur dans le ciel de Gaza. Un projectile semble se désintégrer en l'air. 6 secondes plus tard, une explosion au sol. C'est l'hôpital de Gaza qui est touché. Le Hamas accuse Israël d'avoir frappé. J'appelle tous les peuples libres, les Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies à condamner clairement ce terrible massacre, ce meurtre de masse. Israël dément fermement. Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le djihad islamique est responsable du tir de roquette raté qui a touché l'hôpital à Gaza. Je répète, c'est la responsabilité du djihad islamique qui a tué des innocents à l'hôpital de Gaza. Et les Israéliens disent avoir des preuves. Ils diffusent ce qu'ils présentent comme un échange entre 2 membres du Hamas quelques minutes après le drame.
تلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو فسه ونزل عنده. L'Israël présente ces images satellites qui, selon eux, montrent que c'est le feu qui a fait le plus de dégâts. Ils présentent ici, à droite, les cratères très importants que font d'ordinaire leurs missiles. Notre équipe a pu se rendre sur place aujourd'hui. Voici la seule trace d'impact qu'elle a observée. Sur place, Joe Biden affirme que les informations des services américains corroborent la version d'Israël. D'après les informations que nous avons, il semble que c'est le résultat d'une roquette hors de contrôle d'un groupe terroriste à Gaza. Le djihad islamique dément catégoriquement et parle de mensonges éhontés. Alors on sait que les services français rejoignent là-dessus les services de renseignement américains. Alexis Vallas, c'est une illustration là, des difficultés qu'on a à avoir des informations fiables sur cette guerre, avec une bataille des images qui vient brouiller un petit peu les choses. Exactement, c'est la parfaite illustration de cette bataille de la communication. On a des preuves des deux côtés. On a des groupes, alors je vais être prudent, pro-israéliens qui ont fabriqué des faux pour faire croire que c'était attribué au Hamas. On a des groupes pro-Hamas qui ont fabriqué des faux pour faire croire que ça devait être attribué à Israël. Mais en réalité, du point de vue de la communication, c'est très intéressant. Mais du point de vue de la géopolitique, ça n'a plus aucune importance. On peut débattre de l'attribution. Est-ce que c'est un type d'armement israélien qui aurait dysfonctionné, ou est-ce que c'est plus probablement un tir du djihad islamique ou du Hamas? Mais à partir du moment, et c'est pour ça que ça n'a plus d'importance géopolitique, où on est tous sûrs que ça n'a pas eu l'ampleur de ce qui était annoncé. Ce n'est pas le massacre de masse que le chef du Hamas a annoncé. À partir de ce moment-là, ça n'aurait pas dû avoir l'effet mondial que ça a obtenu. Le problème, c'est que le mal médiatique est fait et qu'effectivement, on voit que, d'abord, ça fait qu'il y a une pression internationale accrue sur Israël pour être précautionneux dans sa réaction militaire. Et puis, effectivement, ça tente à montrer qu'on peut très rapidement fabriquer des faux, mais la diffusion fera que ça changera la donne géopolitique. Alors que maintenant qu'on est certain que la déflagration était relativement faible, eh bien, c'était pas un massacre sans précédent qui devait être susceptible de changer la donne. Vous dites que le mal médiatique est fait. Naoufal El-Kawafi, on vous retrouve en direct de Tel Aviv. Vous vous êtes rendu à Ramallah et vous avez vu que ça avait déclenché une vague de colère, notamment en Cisjordanie. Absolument, c'est vrai que ces derniers jours, on assiste à un regain de tension et de violence en Cisjordanie, avec des manifestations pour protester contre les bombardements israéliens sur la bande de Gaza qui sont devenues quasi quotidiennes. Des manifestations qui réunissent à chaque fois des milliers de personnes et qui sont très souvent marquées par des heurts, des échauffourées, des affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes, de nombreux blessés, des morts aussi à quelques reprises. La présence aussi, il faut le souligner, d'éléments radicaux. Le drapeau du Hamas qui a d'ailleurs été brandi à plusieurs reprises lors de ces manifestations. On l'a vu, ce qui montre une chose ces derniers jours en Cisjordanie, c'est ce regain de popularité du groupe terroriste du Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Cisjordanie ces derniers jours, depuis le début de ce conflit, la colère elle est montée d'un cran. D'autres manifestations qui sont prévues ces prochains jours. Les peuples palestiniens qui demandent la création d'un peuple indépendant palestinien pour mettre fin à ce conflit. Merci beaucoup Naoufal. Cette vague de colère à la fois contre Israël mais aussi contre ses alliés occidentaux, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Bon, tout d'abord, il faut savoir que, juste pour souligner un point concernant cette guerre hybride, parce que la propagande et l'information, elle est très importante là-dessus. Donc, effectivement, c'est un hôpital qui n'était pas seulement un lieu pour soigner les gens, mais c'était aussi un abri pour des gens qui ont perdu leur maison. Maintenant, une enquête, ça va durer longtemps, et je crois qu'on va rester sur cette guerre de propagande entre les deux parties. Mais ce qui est sûr, c'est que cet événement, il a fait bouger ce qu'on appelle the Arab Street ou la rue arabe, parce que les manifestations arabes ont bougé après cet événement. Clairement, il y a une haine contre Israël, contre ses alliés, parce qu'on a vu quand même des manifestations qui ont visé les Américains, même la France aussi, à Tunis par exemple. Et donc forcément, on sent qu'il y a quand même un mouvement. Ce mouvement-là, en fin de compte, il faut savoir que certains régimes du monde arabe profitent clairement de la cause palestinienne. Ils font de la cause palestinienne un fonds de commerce. C'est-à-dire, parce que quand je vois par exemple l'Égypte qui est à l'aube de faire des élections en 2024, ou le régime syrien qui a tué énormément de Syriens dans les dernières
dernières années, et là qu'il parle maintenant de la cause palestinienne, on sait parfaitement que ça représente une question de surenchère, de récupération politique. Le fait de viser les alliés, je dirais, d'Israël, ça aussi, ça remet en question beaucoup d'efforts diplomatiques. C'est-à-dire les accords d'Abraham qui ont été signés les dernières années, c'est les accords de paix, la volonté des Américains pour avoir un projet de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui actuellement, je crois, il est gelé et qui on voit clairement qu'on est quand même encore très très loin de cette question. Maintenant, pendant cette guerre, on a un aspect militaire et un aspect politique. Certainement, sur l'aspect militaire, Israël va gagner. Mais sur l'aspect politique, moi, je crois qu'Israël a largement perdu. C'est le Hamas qui gagne et derrière, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui récolte actuellement les fruits de ce succès iranien dans toute la région à travers les proxys, parce qu'en fin de compte, l'Iran impose son agenda politique. Le fait de retarder les accords ou de geler les accords d'Abraham, le fait de retarder les accords de normalisation, le fait de déstabiliser la région et de donner plus de légitimité populaire pour ces proxys dans cette région. Il faut voir les déclarations, pas seulement du Hezbollah, il faut voir les déclarations des Houthis au Yémen, du Hachd en Irak pour comprendre quand même que le risque d'embrasement, il est très très fort. Et effectivement, je crois que d'ailleurs c'était parmi les objectifs de la visite de Biden, c'était le fait de limiter en fin de compte cette guerre, parce qu'on sait parfaitement qu'on risque de déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. Ça, c'est pour la question géopolitique. Vous soulignez qu'il y avait aussi des gens qui s'abritaient dans cet hôpital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les civils, les Gazaouis, ne sont plus en sécurité nulle part, ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux. Quelle que soit finalement l'origine des frappes, ils ne sont plus en sécurité ni dans le sud, ni dans le nord, nulle part. Absolument, d'autant plus que, par exemple, lorsque Israël a demandé à la population civile de la bande de Gaza de se diriger vers le sud de cette langue de terre pour être, entre guillemets, à l'abri, eh bien, ils ont bombardé les convois. Enfin, en tout cas, il y a des convois qui ont été pris dans les bombardements. Il y a aujourd'hui, les enfants sont obligés d'écrire sur la paume de leur main leur nom et prénom au cas où ils venaient à mourir, pour qu'ils soient reconnaissables ou identifiables par leur famille. Donc évidemment, là, il y a pour les Gazaouis aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est que même si elle est limitée, l'aide humanitaire est entrée, mais un habitant de Gaza me disait, c'est bien, on va pouvoir mourir le ventre plein, sachant que tout de même que même si cette nourriture rentre, il n'y a pas de feu pour cuisiner. Donc, il n'y a pas de fuel et donc il n'y a pas de feu. Mais pour en revenir à la colère de la rue arabe ou des opinions publiques, moi je pense qu'on se focalise beaucoup trop. Certes, il y a un danger, par exemple en France, avec tous les dérapages et les amalgames qui sont faits ici par des gens qui souvent ignorent tout du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Par contre, la gravité... On se fait peur ? Alors non. Non, on ne se fait pas peur. Il faut être très vigilant, être intransigeant avec toutes les manifestations d'antisémitisme, les amalgames, oui. Et dans les deux sens, parce qu'on entend aussi dans une certaine presse, et même un peu partout, que finalement, défendre des Palestiniens, c'est de l'antisémitisme. Ça va dans tous les sens. J'ai l'impression que ce conflit a ouvert une véritable boîte de Pandore. Mais pour répondre à la question au niveau régional, au niveau moyen-oriental, les régimes arabes tiennent leur population. Ce sont des régimes qui sont soit dictatoriaux, brutaux ou, dans le meilleur des cas, très autoritaires. Donc, quelle que soit la réaction de la rue, si elle déborde trop, ils vont les tenir. Ça, c'est certain. Par contre, le problème, il est pour Israël, d'abord, et pour la sécurité d'Israël, ce sont les Palestiniens de Cisjordanie et de Jordanie. Ce sont eux le véritable danger à long terme pour la sécurité d'Israël qui devrait, selon tous les experts, enfin se lancer dans un véritable processus de paix, parce qu'à long terme, le 7 octobre, il y en aura d'autres, parce qu'Israël, à terme, sera battu par une donnée incompressible qu'on ne peut pas changer, c'est le nombre, la démographie. On fait un troisième arrêt sur Info. Le 18 octobre, Joe Biden se rend en visite à Tel Aviv. Premier déplacement d'un président américain en Israël en temps de guerre ouverte. Des gestes d'empathie, comme il en a l'habitude, envers les victimes israéliennes de l'attaque du Hamas, envers les familles des otages également. Joe Biden n'a pas pu rencontrer les dirigeants arabes de la région en Jordanie, comme c'était prévu le même jour. Visite restreinte donc à Israël, et Joe Biden a mis l'accent sur l'urgence humanitaire à Gaza. Nous travaillons en étroite collaboration avec les agences des Nations Unies et avec l'Égypte aussi.
pour faire parvenir de l'aide aussi rapidement que possible. Je demande aussi à Israël de permettre à la Croix-Rouge internationale de pouvoir faire des visites. Joe Biden qui a été entendu. On a vu ce matin, c'était vers 9h heure française, des premiers camions enfin entrés dans la bande de Gaza, franchir donc la frontière avec l'Égypte. Alexis Vallas, pourquoi ça a pris autant de temps? Qu'est-ce qui bloque? Il y a des hésitations tant du côté égyptien que du côté israélien, évidemment. Il s'agit de ne pas ouvrir les vannes. D'un point de vue égyptien, on ne veut surtout pas se retrouver dans des situations similaires à celles du Liban ou de la Jordanie qui doivent gérer des millions de Palestiniens présents sur leur sol. Puis du côté israélien, il s'agit d'empêcher effectivement qu'il y ait un point frontière trop ouvert qui pourrait permettre notamment à certains membres du Hamas de quitter la bande de Gaza. Et c'est aussi d'ailleurs un point sur lequel il faut insister aujourd'hui. Il y aura peut-être une opération terrestre d'envergure de la part d'Israël, mais de quelle envergure? On peut très bien considérer que une partie du Hamas a déjà quitté Gaza City avec les populations civiles, et donc la destruction du Hamas, qui par ailleurs est présent en Cisjordanie, au Qatar et dans d'autres pays du monde, est impossible. Je voudrais quand même rétablir, il faut savoir raison garder, je voudrais quand même rétablir une nuance. Non, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est autant en insécurité dans le nord de la bande de Gaza que dans le sud. Oui, il y a eu des frappes qui ont touché des gens qui quittaient le nord pour aller au sud conformément aux instructions israéliennes. Oui, il y a toutes sortes d'erreurs ou d'agissements d'Israël qui sont parfaitement condamnables du point de vue du droit international humanitaire, mais enfin, on est quand même plus en sécurité aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza que dans le nord. Et je voudrais insister sur un dernier point. Ça a été souligné par Madame Amara, et puis c'est pour abonder dans le sens de ce qu'a dit votre journaliste, Naofel El-Kawafi. On parle de la rue, alors ce n'est pas la rue arabe, c'est la rue musulmane. Il y a beaucoup de pays musulmans non arabes où il y a ces manifestations pro-palestiniennes anti-occidentales. Et on parle de ces gouvernements des pays musulmans qui capitalisent sur le conflit. Mais il y en a un qui n'y arrive pas et qui est le grand perdant, c'est effectivement l'autorité palestinienne, qui est dans une situation intenable. Ça a été calme quelques jours, et là on voit qu'une partie de la population très fière des réussites du Hamas s'agite. Et cette autorité palestinienne qui est restée dans une logique de paix, qui ne veut pas cautionner le terrorisme et qui n'a rien obtenu de la part d'Israël, voit maintenant son pouvoir complètement affaibli. Et je passe sur, en plus, le fait d'être miné par toutes sortes de problèmes de corruption. Donc ça affaiblit beaucoup, effectivement, la situation de l'autorité palestinienne, et ça crée un risque pour la stabilité de la Cisjordanie. Alors, vous parliez de cette opération terrestre de l'armée israélienne qui a été annoncée, qui n'a pas eu lieu pour l'instant. Sophia Amara, vous disiez tout à l'heure que pour vous, c'était sûr qu'elle allait se produire. Younes Belfella, est-ce que vraiment cette opération terrestre à Gaza de l'armée israélienne est inévitable ? Je crois que oui, parce qu'en fin de compte, l'armée israélienne est en train de redorer son blason. Il y a un prestige israélien qui a été touché quelque part le 7 octobre. Donc maintenant, la question, c'est pas est-ce qu'il y aura une opération ou non, mais quelles sont les lignes rouges de cette opération. Parce que Joe Biden a demandé au gouvernement israélien d'éclaircir les objectifs de cette opération. Exactement, parce que les objectifs n'étaient pas clairs, et c'était des objectifs qui sont irréalistes sur la question, au moins sur la question de l'éradication du Hamas, sachant bien qu'Israël a profité de cette situation pour proposer un projet de déplacement de la population de la bande de Gaza ou Sahara du Séné. C'est un projet qui date depuis longtemps. C'est un projet d'un général israélien, Giora Eiland, qui l'a proposé à Netanyahou à certains moments, et les Égyptiens ont refusé. Donc là, on rejoint aussi l'idée, la question de déplacement de la démographie. Et on est sur un enjeu qui est très 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 fort sur cette question. Maintenant, on a aussi un élément qu'on ne doit pas négliger, la visite américaine. On sait parfaitement les deux objectifs de Biden au Moyen-Orient, c'était faire un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, préparer le terrain pour un accord de nucléaire avec l'Iran. On sait bien qu'il y a des élections aux États-Unis l'année prochaine, en 2024, donc il faut prendre en considération que la dimension Moyen-Orient, elle est très importante aussi sur une échelle internationale. Surtout que cette guerre, franchement, elle nous a montré qu'elle a renforcé la fracture entre l'Occident et entre ce qu'on appelle médiatiquement le Sud global. Si vous voyez les déclarations des Russes, des Chinois qui profitent de cette situation, Poutine qui se pose comme étant un faiseur de paix et qui est en train de critiquer l'Occident et sa politique au Moyen-Orient, on sait parfaitement que l'enjeu il est très très élevé par rapport à ce qu'on peut discuter sur un conflit israélo-palestinien. On est maintenant sur un conflit régional dont l'Iran est un acteur
principal, mais aussi il ne faut pas oublier que derrière, il y a les Russes qui avaient des liens et des connexions avec le Hamas et avec le Hezbollah. Il y a aussi la Chine qui envoie son émissaire et qui a géré un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran récemment. Donc le monde et la politique au Moyen-Orient, elle a beaucoup changé. Les États-Unis ne tiennent pas la totalité du pouvoir de cette région. Et donc pour cette raison, je crois que effectivement, ceux qui disent qu'on est face quand même peut-être à un risque d'une guerre mondiale, on n'est pas très très loin. Sophia Amaral, le mot de la fin. Oui, je voudrais, sur 2-3 points très rapidement. Premièrement, évidemment qu'au sud, on est plus à l'aise, ou en tout cas plus en sécurité, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des bombardements, même il y a 2 jours, à la bande au point de passage, justement, de Rafah, au sud, par où est passée l'aide humanitaire. Deuxièmement, ça n'est pas si simple que ça. La rue arabe est scindée, ça n'est pas seulement une question de musulmans ou de juifs ou de chrétiens. Il y a en Orient beaucoup de chrétiens qui sont très pro-Hamas alors qu'ils sont chrétiens, et il y a beaucoup de musulmans qui sont contre Hamas et contre la cause palestinienne. On a pu entendre en Iran « Marbach Palestine », ça veut dire « à mort la Palestine », parce qu'on les a bassinés avec la Palestine, et idem en Syrie, puisque Bachar el-Assad ou les Palestiniens étaient pro-Bachar el-Assad. Donc on ne va pas simplifier à ce point-là, ce serait trop facile. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a aujourd'hui, ça a redistribué la donne, cette guerre, ça marque l'entrée des États-Unis, le retour des États-Unis au Moyen-Orient qu'ils ont boudé pendant peut-être trop longtemps. Exactement, mais en tout cas, à l'issue de cette crise, il va falloir véritablement redistribuer les cartes et penser à une paix durable, parce que sinon, il y aura d'autres 7 octobre. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir fait cet arrêt sur l'info avec nous cette semaine. Merci beaucoup.